Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que ça se passe chez tout le monde très bien. Si ça va très bien, tant mieux chez nous aussi. Aujourd'hui, on reçoit dans notre émission sujet d'actualité M. Moulay Ahmed Boubacar, dit Baba Moulay. Il est connu sous le nom de Baba Moulay. Les gens le connaissent sous ce nom-là. Mais c'est Moulay Ahmed Boubacar Aïdara. Il a été ministre trois fois. Et on l'a sur notre plateau ici. On est très content qu'il ait fait le déplacement. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. On va vous poser un certain nombre de questions. Ça fait 3 ans que le Mali est dans la transition. 3 ans que nous sommes en transition. Et lorsque nous entrions en transition, il y a de cela 3 ans, vous étiez ministre. Et finalement, cette transition, elle vous a fait perdre votre poste de ministre. Et nous avons remarqué sur les réseaux sociaux, les télévisions, nous avons remarqué que bien que vous ayez perdu votre poste de ministre, eh bien, on ne sent pas en vous que vous êtes contre ceux qui sont là aujourd'hui au pouvoir. Alors, qu'est-ce qui fait cela? Merci bien, monsieur Si. D'abord, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, et moi, c'est la même chose. Ils sont maliens comme moi, ou ils sont des frères, ou ils sont des neveux, ou ils sont des amis. Nous sommes des compatriotes. Alors, je vais apporter une petite rectification. C'est que quand il y avait eu le coup d'État, je pense que c'était le 18, le 18 août. 18 août 2020. Oui. Nous, on avait démissionné, en fait, le gouvernement avait démissionné. Oui, il y a eu un petit gouvernement de 6 personnes. Le 11 juin, et il y avait un petit gouvernement de 6 personnes en attendant que l'on puisse s'entendre avec, à l'époque, le M5. Et moi, je ne faisais pas partie de ces 6 personnes. Donc, nous, on avait débarqué. Mais il faut le reconnaître quand même que le régime en place était politiquement le régime dirigé par le parti auquel j'appartenais, le Rassemblement pour le Mali. Donc, ce que vous dites n'est pas vrai, parce que le coup d'État est arrivé et nous a quand même mis de côté. Bon, d'abord, la première des choses, c'est que ce changement qu'il y avait eu en son temps, moi, je l'ai perçu autrement. Parce que, différemment d'autres pays, chez nous, il y avait une révolte populaire. Tout le monde voyait ce qui se passait au Mali. Tout le monde savait que ça n'allait pas. Et tous les 2 week-ends, ou sinon tous les week-ends ou tous les vendredis, les gens se retrouvaient devant la place de l'Indépendance, et de milliers jusqu'à des dizaines de milliers, et on partait vers des centaines de milliers. Alors que moi, je suis de l'avis que lorsque 1000 personnes, sinon même pas, même 100 personnes, 100 compatriotes disent on n'est pas d'accord, il faut les écouter. Donc il y a eu un moment où, si on ne faisait pas attention, les choses allaient tourner autrement, et on pouvait en arriver au pire, sinon au chaos. Alors je pense que les forces armées et de sécurité sont rentrées immédiatement dans leur rôle. Parce qu'ils étaient supposés être neutres, ils sont, c'est vrai, hors du champ politique, mais lorsque ça bout dans le champ politique et que ça peut faire en sorte que les citoyens du pays se retrouvent au nez à nez jusqu'à certaines situations, il faudrait rapidement prendre leurs responsabilités. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris leurs responsabilités. Alors, comme je venais de vous le dire au départ, moi je ne les vois pas en étranger. C'est des parents, c'est des frères. Ils ont pris leurs responsabilités, ils ont sauvé une situation. Parce qu'ils pouvaient avoir une autre situation qui allait nous conduire malheureusement à des scènes que personne ne souhaiterait voir. Alors donc, cela a fait que j'ai accepté avec beaucoup de philosophie de les comprendre et de savoir exactement que veulent-ils. Et ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça ne va pas, on va réformer. Ça ne va pas, on va refonder. On va repartir sur de nouvelles bases. On va faire rebouger le pays sur une nouvelle direction. Effectivement, il y avait quand même beaucoup de mécontentement. C'est pas parce que nous étions au pouvoir que je vais méconnaître qu'il n'y avait pas de mécontents. L'opposition, c'était très chaud. Ils n'étaient pas d'accord avec beaucoup de choses. Tout n'était pas rose en réalité. C'est nous qui gérions à l'époque, c'est vrai. Il y avait de bonnes choses, il y avait des choses moins bonnes, il y avait des choses qui n'étaient vraiment pas ça. Alors donc, il fallait revoir dans quelle mesure on peut remettre tous les Maliens ensemble, repartir pas à zéro, mais repartir quand même sur une bonne direction qui pourrait être vraiment une direction beaucoup plus constructive, beaucoup plus conciliante. Et au même moment qu'il y avait ce front politique qui était en train de bouillir, il y avait aussi
et les djihadistes de l'autre côté. Et là, vous savez également qu'au centre, ça n'allait pas. Vous êtes au courant de Ouagassogou et pas mal d'autres choses. Au nord, ça n'allait pas. Ça commençait à ne pas aller à l'est. Donc, de tous les côtés, la marmite était en train d'être trouillée. Donc, il fallait trouver une solution. Qui? C'était les forces armées et de sécurité, qui étaient censées nous protéger de ce qui nous arrive de dehors, c'est vrai, mais aussi de ce qui nous arrive de l'intérieur. Voilà pourquoi j'ai accepté avec beaucoup de philosophie et je me suis dit, homme politique je suis, pourquoi je ne vais pas réfléchir et pourquoi je n'accompagnerai pas ceux-là qui sont censés désormais avoir la responsabilité de la reconstruction de mon pays. Il ne s'agit pas d'un pays d'autrui, il s'agit de mon pays. Alors donc, je l'ai vu avec beaucoup de philosophie et je n'ai aucun problème à continuer de réfléchir, d'aider à reconstruire le Mali. Et il n'est pas dit que parce que dans la famille paternelle, j'ai commis une erreur et que je ne dois pas me remettre en cause et faire en sorte vraiment que cette erreur soit corrigée au grand profit de tous. Donc, monsieur Si, rassurez-vous que je n'ai aucun problème. Je suis malien, je reste malien. Et pour moi, tout celui qui veut bien faire dans ce pays, il est mon ami. C'est pourquoi je dis, avant d'être militant d'un parti, je suis d'abord militant du Mali. Militant du Mali. Vous êtes natif de Tombouctou. Et à côté de Tombouctou, l'actualité oblige, il y a Ber qui est à 57 km de Tombouctou. Ouais. Et Ber, dernièrement, la MINUSMA, auquel l'État malien a demandé de partir avec les Nations Unies. Alors la MINUSMA, elle est en train de rétrocéder les emprises à l'armée malienne. Et dernièrement, ça s'est pas très bien passé parce qu'il y a eu des combats très violents pour la récupération de Ber. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi d'abord, je vais un peu revenir sur un de mes propos. Parce que j'avais été interrogé sur une chaîne de télévision par rapport au départ de la MINUSMA qui pouvait créer de la panique au sein de la population. Et en son temps, j'avais dit que le départ de la MINUSMA devrait être préparé par nous, d'abord notre gouvernement, nos forces armées et de sécurité. Chaque fois que la MINUSMA devrait bouger quelque part, il faudrait que tout de suite nous ayons le répondant, quelque chose pour compenser. Alors il va de soi, la MINUSMA n'était pas installée à Ber pour rien, c'est parce que Ber était stratégique. Il y avait des raisons qui ont poussé la MINUSMA à s'installer à Ber pour assurer la sécurité des populations en amont et en aval de Ber. Et je suis de Tombouctou, comme vous l'avez dit. Je sais également quelle était la situation quand la MINUSMA arrivait. Bon, les forces armées de sécurité étaient venues parce qu'il était prévu que la MINUSMA quitte le 15 de ce mois, Ber. Donc les forces armées de sécurité, c'est tout à fait normal dans le cadre de leur mission régalienne, dans le cadre de leur mission normale, d'aller s'installer sur ces emprises-là pour continuer à lutter et continuer à assurer la sécurité des populations qui sont aux alentours, sinon des populations qui sont au nord. Alors, je crois que vous avez dû lire ce que les forces armées ont communiqué. Il y avait une incursion de djihadistes, de terroristes qui étaient venus et qui ne voulaient pas. Parce qu'en réalité, Ber est un passage extrêmement important pour beaucoup d'autres activités. Lesquels, par exemple? Bon, mais il y en a qui vous disent que des narcos passent par Ber, il y en a qui vous disent que les djihadistes, eux aussi, Ber est une plateforme très importante pour eux. Donc, l'occupation de Ber par les forces armées et de sécurité, ça ne peut pas ne pas faire mal. Donc, ils ont attaqué. Mais il va de soi que les forces armées protestent. Mais en réalité, ce n'était pas contre les populations civiles, ce n'était pas ni contre les populations civiles, parce que Tombouctou même avait pris peur à un moment quand la colonne de voitures, de pick-up, de camions sont arrivés. Les gens avaient pris peur. Moi, j'ai reçu beaucoup de coups de fil. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis non, mais s'ils doivent aller à Ber, faudrait-il passer par Tombouctou? Absolument. Et c'est normal. Donc, laissez-les passer. Ouais. Ils n'ont absolument rien à voir avec vous. Donc, occuper les emprises de la MINUSMA, moi, je ne vois rien de plus normal. C'est une chose très normale. Pourvu que les populations le comprennent et que les populations facilitent la tâche à leurs forces armées et de sécurité qui sont chargées de les sécuriser et que ces dernières aussi les comprennent et qu'ils les rassurent de façon psychologique, morale et matériellement, qu'ils sentent qu'ils sont désormais sous la protection de Dieu et de leurs forces armées et de sécurité. Donc ce qui s'est passé à Ber, je crois que ça a créé une panique, mais de plus en plus les populations commencent à comprendre et les gens commencent à s'installer. Maintenant, il y a une chose, c'est qu'il y a des gens qui ont exploité cette situation. Parce que vous savez que partout où il y a des situations de ce genre, il y a ceux qui sont pour la paix, il y a ceux qui sont contre la paix. Parce que la paix nourrit tout le monde, mais il y a des gens également, la situation de non-paix.
ou de turbulence, ou de guerre, c'est ça qui les nourrit. Donc il y en a qui en ont profité pour dire, bon, faites attention, ils sont en train de venir, ils ont balancé sur les réseaux sociaux de ces messages, de ces déclarations incendiaire qui faisait que beaucoup de Maliens ont commencé à se poser des questions. Est-ce que nous avons raison de rester? Surtout que par le passé, il y avait eu des situations qui ont fait que certains sont même devenus des citoyens d'autres pays depuis leur fuite. Il y a de cela 20 ans ou 25 ans, quelque chose comme ça, même plus d'ailleurs. Alors donc, certains ont commencé à déguerpir à partir de Tombouctou vers la Brousse, vers d'autres pays, à quitter Bamako. Certains, même ici Bamako, déjà ont commencé à partir. Mais nous avons très rapidement pris quand même le relais pour dire aux gens, attention là, nous sommes là, nous sommes aussi de nordistes, nous sommes aussi de teint clair, parce que les Maliens sont des Maliens de teint clair et de teint noir. C'est les deux qu'il faut d'ailleurs pour que ça aille ensemble. Nous sommes à Bamako, nous ne sommes pas inquiétés. Nous n'avons aucune difficulté à vivre avec nos autres frères. Il n'y a pas de raison que vous partiez. Donc il y a cet aspect, et je crois que le gouverneur de Tombouctou, le commandant de la zone de défense de Tombouctou, le gouverneur, le général Oudmeidou de Todeni, ont très rapidement compris cela et ils ont organisé des rencontres avec les différentes communautés, avec les responsables des différentes tribus, pour leur expliquer que vraiment c'est une activité normale et même une activité avantageuse pour les populations que l'armée était en train vraiment de faire passer, et qu'il faut les comprendre et accepter de rester sur place. Parce qu'on sort de chez soi pour aller où? Où est-ce qu'on est plus à l'aise que chez soi? Ça n'existe pas. Maintenant, quand on reste, on est compris. Mais quand on part, on peut même amener les gens à se poser des questions. Pourquoi est-il parti? Pourquoi est-il parti? Dans tous les cas, je ne suis pas arrivé à lui. Il va pourquoi? Donc la situation de Ber avait créé quand même cette panique-là. Mais je puis vous assurer que je ne vous dis pas que tout le monde est revenu ou que tout le monde a compris et qu'ils veulent revenir. Parce que chacun aussi, quelquefois, il y a des gens qui ont d'autres raisons que nous ignorons. Mais en tout cas, tous ceux-là qui sont partis pour des raisons de panique sont vraiment en train de se ressaisir. Et j'espère bien qu'ils vont revenir parce que nous n'allons pas cesser. On va continuer à sensibiliser, à leur parler, à faire en sorte que... Mais pensez-vous que la CMA est toujours là-bas, la coordination du mouvement de l'Azawad? Est-ce qu'ils sont dans la ville de Ber? Bon, moi, je ne peux pas vous dire qu'ils sont dans la ville de Ber en ce moment, mais la CMA, elle est un peu partout, parce qu'il y a plein de gens qui se réclament militants de la CMA quand même. Ils sont un peu partout. Dernièrement, on a cru comprendre, parce que les combats qui sont passés à Ber, c'est ce qu'il y a dans la mémoire collective des Maliens. C'est la CMA qui a dit à la MINUSMA de ne pas rétrocéder le camp à l'armée malienne, mais de leur rétrocéder à eux. Alors, il semble-t-il que les combats ont... Je ne peux pas confirmer que la CMA a dit cela. Mais ce que je peux dire, monsieur Si, c'est que je ne sais pas pourquoi la CMA dirait cela. La MINUSMA, c'est le Mali. La MINUSMA est une mission multidimensionnelle en faveur ou à l'avantage du Mali et non de la CMA. La CMA est un mouvement signataire de l'accord de paix et de réconciliation d'Alger, c'est vrai, mais la CMA, c'est des Maliens. Mais la CMA, elle seule, ne représente pas tout le Mali. Et la MINUSMA, c'est les Nations Unies, et c'est le Mali, c'est la République du Mali qui est membre de la MINUSMA. Donc je ne vois pas en quoi la CMA pourrait demander à la MINUSMA, ou que la MINUSMA même accepte d'écouter la CMA pour ne pas laisser les emprises et aller les remettre à X ou à Y. Non, les emprises seront remises au Mali, qui est un État souverain, qui a accepté que la MINUSMA vienne et qui a décidé que la MINUSMA s'en aille, et la MINUSMA est en train de partir. Donc il n'y a pas de raison à ce qu'un quelconque mouvement puisse réclamer vraiment la paternité ou la récupération de ces emprises. Et honnêtement, je ne suis pas au courant, mais ma logique et la logique de n'importe qui fait une analyse objective, les emprises devraient revenir vraiment aux forces armées du Mali. D'accord, donc on va revenir là-dessus. Vous avez eu votre bachelier et vous avez été étudiant à Dakar, c'est ça? Oui. À l'université de Dakar. Oui. Et vous avez une spécialité en gestion. Oui. C'est ça. Et vous avez été plusieurs fois chef de projet et de programme, et particulièrement dans le domaine agricole. Oui. À Gao, Koutchala et Sikasso. Oui. Parlons du domaine agricole. Très souvent dans ce domaine-là, il y a un message qui nous revient très souvent. On nous fait savoir que les paysans, les cultivateurs ont toujours des problèmes d'accès à l'engrais. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce problème, si vous êtes au courant de cela? Bon, dire que je ne suis pas au courant, c'est quand même exagéré. J'ai quand même été, comme vous venez de le dire, j'ai beaucoup travaillé dans le monde agricole et avec les paysans. Pendant 13 ans, je suis resté à Sikasso, c'est pourquoi souvent je dis Baba le Sénoufo.
Et j'ai été ministre aussi de l'Agriculture. Voilà, ministre de l'Agriculture. Effectivement, vous savez que ce problème d'engrais, il existe. Il n'existe pas qu'au Mali, hein. Il existe dans beaucoup de pays africains. La plupart des pays africains, d'ailleurs, ont ce problème-là. Même le grand Nigeria, c'est tout dernièrement que le multimilliardaire Dangote a mis en place une industrie de fabrication d'engrais. Donc c'est pour vous dire que la majorité des engrais que nous utilisons, des quantités que nous utilisons, nous viennent généralement d'Ukraine, de Russie et d'autres pays européens. Alors, quand vous ne fabriquez pas un produit, quand vous n'en produisez pas, il va de soi que vous ayez des difficultés. Alors, nous savons que notre pays, il faut le dire, est un pays agricole par excellence, un pays agricole par excellence, même si, je le dis entre guillemets, parce que tout ce que nous avons comme avantages naturels ne sont pas exploités à bon escient. C'est là le problème. Sinon, nous sommes un pays qui pouvait vraiment avoir toute notre souveraineté économique à partir de la production agricole et de la transformation des produits qui en sortent. Alors donc, le Mali ayant compris cela, l'Afrique même, à Maputo, je crois, il y a 10 ans ou 12 ans, il y a 15 ans de cela, il avait été dit qu'il faut revoir les budgets des différents pays alloués à l'agriculture. Parce que vous savez quand même que l'Afrique vit de l'agriculture pour la plupart des pays. Mais vous prenez pays par pays, c'est 4%, 5%, 6% du budget. Le Mali avait compris vraiment cette déclaration de Maputo et le Mali est allé à 15% du budget pour aider à améliorer la productivité, la production, aider à améliorer la transformation, la commercialisation. Alors, tout cela, c'est parce qu'il y a problème. C'est parce qu'il y a problème. Donc, un des problèmes majeurs, c'est le manque d'intrants agricoles, que vous appelez engrais. C'est le manque d'intrants agricoles. Les intrants agricoles, vous avez les engrais, vous avez les pesticides, vous avez tous les produits qui vont contribuer à soigner le sol, qui vont continuer à enrichir le sol, parce que le sol, il est exploité sérieusement, mais il n'est pas entretenu à égalité de l'exploitation dont il est victime. Alors, donc, il faut l'aider avec les engrais. Il se trouve que nous avons beaucoup de surfaces. Et ces surfaces-là, elles sont nombreuses sur l'ensemble du pays. Nous avons des dizaines nous avons des millions et des millions d'hectares exploitables, aménageables, donc qu'on peut travailler et cultiver. Et ça, il faut les aider. Alors, donc, si vous comprenez bien, si vous prenez la zone, le Mali Sud, par exemple la zone cotonnière, vous partez vers le centre, là vous avez également une grande production de céréales, vous partez vers le nord jusqu'à Ansongo. Toute cette zone, c'est des zones de production, c'est le long du fleuve. C'est des zones de production de céréales. Et vous savez que notre alimentation de base, c'est les céréales. Et comme je vous l'ai dit, les sols ont été exploités pendant des centaines et des centaines d'années sans être traités à égalité de l'exploitation dont ils sont victimes. Donc il faut aider avec les engrais. Cela nécessite des quantités suffisantes d'engrais. Et par exemple, je vous donne le cas de la pomme de terre, par exemple. Sur 1 hectare, vous avez besoin de 2 ou 3 sacs d'engrais. Et lorsque vous n'avez qu'un seul sac, vous ne pouvez pas atteindre le niveau de production qu'il faut. Et quand vous n'atteignez pas la production escomptée, vous ne ferez pas les recettes escomptées, vous ne pouvez même pas assurer votre propre alimentation quand vous entendez parler d'autosuffisance alimentaire. Alors que nous, on veut aujourd'hui parler de souveraineté alimentaire. Donc, le manque d'engrais, et nous n'en fabriquons pas, même si nous produisons suffisamment de phosphate quand même dans la zone de Bourem, dans la région du Télemsi. On en a suffisamment. Nous avons autour de 19 à 20 millions de réserves de phosphate dans la zone de Bourem, mais qui ne sont pas exploitées comme il le faut. Alors donc, il y a manque. Et le fait qu'il y ait manque d'engrais a fait que l'État, non seulement a amélioré le pourcentage alloué à l'agriculture qui est allé de moins de 10% jusqu'à 15%, ça c'est d'actualité, et mieux que cela, l'État a mis en place ce qu'on appelle la subvention de l'agriculture, des engrais. Donc c'est toujours autour de 15 à 20 milliards par an que l'État met à la disposition du monde rural pour les aider à acquérir dans de bonnes conditions et à temps les engrais. Alors maintenant, cela nécessite un mécanisme, ça nécessite toute une technique. Il faudrait que les fonds soient mis à disposition à temps. Il faudrait que les fonds soient bien utilisés par qui de droit et il faudrait que toutes les dispositions soient prises pour que les engrais recommandés, parce que les engrais sont différents. Il y a des engrais qu'on utilise en début de campagne, il y a des engrais qu'on utilise en cours de campagne. Donc il faudrait que les différentes qualités d'engrais en fonction des périodes soient disponibles chaque fois que c'est nécessaire. Alors s'il y a un retard sur la chaîne de distribution ou un retard sur la mise à disposition des fonds, ça va forcément jouer.
Et vous savez très bien que nous sommes tributaires de l'hivernage. Les pluies n'attendent pas. Souvent, elles viennent en grande force. Souvent, elles ne viennent pas en temps, le temps où que nous les attendons. Donc, il va de soi que il faut mettre tout cela ensemble. Vous avez même constaté qu'on fait des pluies provoquées, et pas mal de choses pour que l'on puisse avoir de l'eau. Et on essaie toujours de nous battre parce qu'il y a ce qu'on appelle le Conseil supérieur de l'agriculture, le Conseil national de l'agriculture. À ce niveau-là, on engage les prévisions pour l'année N+1. Alors, et c'est tout ça ensemble qui fait le mécanisme de mise à disposition des intrants agricoles. Alors, quand ça ne va pas sur un seul maillon de la chaîne, donc ça amène des retards. Ça amène des retards, et ces retards jouent énormément sur la production, parce qu'une bonne production nécessite une bonne productivité. Et la productivité, c'est le matériel, c'est les machines, c'est les intrants, c'est tout ce qui entre dans le cadre de la production pour que nous puissions faire une bonne production. Donc je pense qu'au Mali, le problème qui se pose, c'est que c'est vraiment un problème de timing dans les activités à mener pour la livraison. Mais il faut bien coordonner. Non, la coordination est une nécessité. Et sinon, le pays fait de son mieux pour mettre à disposition suffisamment d'argent à travers la subvention. Et ça, c'est le contribuable malien qui le paye. Le pays fait de son mieux également parce que nous sommes jusqu'à 15% du budget, mais je dis bien pour le développement rural. Et le développement rural, plein de gens voient seulement le cultivateur, alors qu'il s'agit du pêcheur, il s'agit de l'éleveur, il s'agit du cultivateur lui-même. Donc il s'agit également des services annexes, des services connexes, tout ce qui entre dans le cadre de la production agricole. Donc si tout ce système ne bouge pas à temps, et ne continue pas, ne bouge pas à temps, et ne travaille pas en respectant les différents timings, il va de soi que ça joue sur et quand ça joue sur la production, vous allez entendre le paysan crier. Voilà. D'accord. Et vous êtes aussi opérateur économique à Bamako? Je l'ai été. Ah, vous l'avez été? Je l'ai été, je ne le suis pas présentement. Ah, d'accord. Je l'ai été. Ok, d'accord. D'accord. Vous avez été chef de cabinet au ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, directeur général de l'autoroute, de l'autorité routière. Ah, d'accord. Ça, je ne le savais pas. Donc, vous avez géré cette direction. Oui, j'ai géré l'autorité routière. J'ai d'abord... Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées là-bas? Bon, les difficultés, il n'y a pas de structure sans difficulté. Quand j'arrivais à l'autorité routière, bon, ça va être difficile de parler de soi-même. Nous avons quand même fait des efforts énormes, parce que quand nous arrivions à l'autorité routière, quel est leur rôle? Qu'est-ce qu'ils font? D'abord, je vais vous dire, l'autorité routière, c'est comme son nom l'indique aujourd'hui. Vous savez qu'on ne dit plus autorité routière, on dit fonds d'entretien routier. Vous savez, il y a eu une réforme au niveau des travaux publics, avec des choses en partenariat entre le Mali et la Banque mondiale. À l'époque, c'était l'ETP, les travaux publics, qui géraient la construction des routes, l'entretien des routes, ils négociaient les financements, ils négociaient les marchés, ils négociaient tout. Et ça, c'est au niveau du département. Mais après, maintenant, il y a eu quand même ce qu'on a appelé la réforme au niveau des travaux publics. Et cette réforme a vu naître ce qu'on a appelé la Direction nationale des routes, qui va se charger de tout ce qui est politique de route dans le pays, qui relève du ministère chargé des infrastructures routières et des transports généralement. Vous avez ce qu'on a appelé l'AGEROUTE, l'agence d'exécution des travaux routiers, qui généralement s'occupe de ce qu'on appelle l'entretien routier. Je vais en venir. Et vous avez l'autorité routière, qui est le fonds d'entretien routier. Alors, le fonds d'entretien routier est chargé de trouver de l'argent, à travers les péages que vous voyez. Vous avez vu sur les routes, vous avez des petits box là sur lesquels il y a des gens qui sont assis, et les véhicules passent pour en aller-retour 500 francs. Et c'est ce qu'on appelle les redevances péages, qui permettront de collecter une certaine somme, permettant vraiment aux usagers de la route de contribuer à l'entretien de la route qu'ils utilisent. Il y a également les redevances sur les hydrocarbures que nous avons, le gasoil et l'essence qui entrent sur le pays. Et sur chaque litre, il y a un montant à prélever. Quand moi j'arrivais à l'autorité routière, c'était 25 francs sur le litre. Je m'étais battu auprès du ministère des Finances à l'époque, et on a atteint 35 francs, et ça nous a permis d'aller jusqu'à 2 et même 3 conventions d'entretien routier par an. Donc l'autorité routière... Donc on est passé de 25 francs à 35 francs.
Et ça nous a permis vraiment d'améliorer beaucoup plus de linéaire. Quand je dis linéaire, c'est-à-dire les routes, c'est en linéaire. Et j'espère que vous me comprenez très bien, le journaliste que vous êtes. Je ne suis pas ingénieur. Alors, il y a aussi, c'est dans la même réforme qu'il y a eu la G-tiers, il y a eu la G-type. Donc, tout ça pour décentraliser les activités, c'est-à-dire la mission à donner aux travaux publics soit décentralisée et que vraiment chaque service soit responsable d'un domaine bien précis. Ça permet beaucoup plus d'efficacité et ça permet un contrôle plus facile. Et ça, c'est très important. Donc, aujourd'hui, je suis certain qu'ils sont en train de revoir. Parce que dans tous les cas, il faut toujours voir ce qu'on a toujours fait, voir dans quelle mesure on peut l'améliorer ou avec quoi est-ce qu'on peut remplacer ce qu'on faisait. Donc, j'ai travaillé à l'autorité routière et pendant le temps que j'y étais, j'ai fait 2 ans et demi à l'autorité routière. Dieu merci, nous n'avons jamais pu assurer l'entretien à 100%. Ça, c'est trop dire. Mais nous nous sommes toujours quand même arrangés à entretenir le maximum de routes, tant à l'intérieur des grandes villes qu'à l'extérieur des villes, parce qu'il s'agit de l'entretien à l'intérieur, par exemple de Bamako, on fait de l'entretien routier, mais on fait de l'entretien routier aussi entre Bamako et Ségou, entre Ségou et Sikasso, et entre Sikasso et Zégoua. On fait de l'entretien partout où vous avez des nids de poules, partout où vous avez des ponts qui sont partis, partout où vous avez des arbres qui sont tombés sur la route. Les emprises de la route. On est obligé d'y venir. Maintenant, on entretient en fonction des urgences et en fonction des priorités, parce qu'il y a quand même des priorités. Lorsqu'un pont est tombé, il y a ce qu'on appelle la CETRU, qui est aussi un service qui est rattaché au ministère des Infrastructures, mais qui collabore aussi avec l'autorité routière. C'est ce qu'on appelle la cellule des travaux d'urgence. Il y a la CETRU qui entre en jeu quand il y a des travaux d'urgence. Donc, pour vous dire en gros, l'autorité routière, c'est collecter les fonds à partir des usagers et aussi des hydrocarbures, mettre ces fonds à la disposition de l'AGEROUTE, mais à travers la Direction nationale des routes, qui est le maître d'ouvrage. Et l'AGEROUTE se trouve être le maître d'ouvrage délégué. Maintenant, le bailleur, entre guillemets aussi, ça c'est l'autorité routière. Mais l'argent vient du contribuable malien. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour ces explications-là. Vous avez été ministre des Transports et du Désenclavement, ministre du Développement industriel et de la promotion des investissements et ministre de l'Agriculture, comme on l'a dit à l'instant. Et 3 fois ministre. Vous retenez quoi de cette période? Parce que très souvent, ce qu'on nous dit, on nous dit que lorsque les dirigeants, soit le président ou le Premier ministre, vous appellent, très souvent, c'est pour vous demander de venir servir votre pays. Et on vous demande cela très gentiment et vous acceptez. Mais quand vous venez, après, vous êtes buté à des problèmes. Parce que ceux qui vous ont appelé, très souvent, n'arrivent pas à vous donner les moyens qu'il vous faut pour que vous puissiez accomplir votre mission. Et après, on débarque très souvent certains ministres en disant, voilà, peut-être qu'ils ne sont pas compétents. Alors qu'à la base, c'est ceux qui vous ont nommé, qui ne vous ont pas fourni l'aide nécessaire. Est-ce que ça a été votre cas? Bon, je ne dis pas que ça a été mon cas, parce que j'ai quand même été 3 fois ministre, c'est vrai. Et chaque fois que j'ai quitté un département, c'est pour atterrir sur un autre. Mais en réalité, je peux vous dire quand même que j'ai été ministre des Transports et du Désenclavement sur 10 mois, je pense, sur 10 mois. Et j'ai été ministre du Développement industriel et de la promotion des investissements sur 8 mois. Et celui de l'Agriculture, c'est 1 an et 1 mois. Donc, pour vous dire que je n'ai pas eu le temps suffisant pour mettre en application ma vision des choses en tant que ministre. Parce que, comme vous l'avez dit, un ministre est un missionnaire. Et un ministre est chargé de la mise en œuvre d'une vision. Et la vision, elle vient du président de la République. Et donc, du Premier ministre jusqu'au ministre, le Premier ministre, c'est le coordonnateur de l'action gouvernementale. Et l'action gouvernementale, ce n'est autre chose que la mise en œuvre de la vision du président de la République, qui est le seul élu. Et c'est lui qui est élu, c'est lui qui a une vision, et c'est sa vision qui a amené la population à lui faire confiance et à lui confier le devenir et l'avenir du pays. Bon, c'est vrai que les ministres ont souvent beaucoup de problèmes. Il faut dire également que le président, le Premier ministre, qui sont les 2 premiers responsables de l'appareil gouvernemental, souvent eux-mêmes sont butés à des problèmes de moyens. Ils ont une vision pour laquelle, malheureusement, les moyens ne sont pas disponibles. Bon, cela existe. Mais il y a aussi que souvent, avec l'avènement de la démocratie, les élections, les promesses électorales, les engagements électoraux font que l'on arrive souvent
et on est obligé de respecter les engagements, sinon les promesses électorales de celui par lequel vous êtes là. Parce que voilà, c'est une vision qui m'a amené ici. J'ai pris un engagement par-ci, j'ai pris un engagement par-là. Il faudrait que ce soit respecté. Par exemple, je vais vous dire une chose. En tant que ministre, c'est vrai qu'un ministre qui se veut un ministre correct, qui se veut un ministre sérieux, doit pouvoir dire ce qu'il pense. Parce que vous êtes arrivé sur la base d'une compétence qui vous est reconnue. On vous reconnaît compétent, on vous reconnaît sérieux, on vous reconnaît travailleur. Et le minimum, si vous devez mériter la confiance, si je dois mériter la confiance de M. Si, ça veut dire que M. Si doit me permettre de dire ce que je pense. Absolument. Et avec tout le respect, bien entendu. Et comme l'autre le dit, quand je vous dis oui, mon oui, il n'est valable que lorsque je peux vous dire non. Absolument. Mais quand je ne peux pas vous dire non, le oui ne va nulle part. Alors, ce n'est pas toujours que les ministres ont la possibilité ou bien le courage de dire exactement que ce que vous faites là, ce n'est pas ce qu'il faut. C'est plutôt cela qu'il faut. Alors, généralement, par crainte de ne pas perdre sa place, comme on aime le dire, on préfère se taire et essayer de dire, bon, je vais essayer de le faire. Pour les plus corrects, bon, je vais essayer de le faire et essayer quand même d'être le plus correct possible là-dedans. Ou bien, en tout cas, je le ferai même si ça ne va pas marcher ou même si ça ne servira pas à l'ensemble national. Je le ferai parce que celui au nom de la signature duquel je suis là sera content. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Donc, c'est pour vous dire que je n'ai pas été victime de pareilles choses, mais j'ai souvent dit quand même ce que je pense. J'ai souvent dit ce que je pense par rapport à des projets, par rapport à des engagements déjà pris. J'ai souvent dit ce que je pense, mais je ne peux le dire et ne saurais le dire que dans le domaine qui m'est confié à moi. Par exemple, je vais vous dire le cas des engrais, par exemple. Je me souviens très bien, quand j'étais arrivé, bon, je n'ai même pas fini d'abord l'opération, j'avais organisé une réunion de tous les acteurs qui sont concernés. Et ça a eu lieu au mémorial Modibo Keïta. Et avec les services techniques du département pour leur dire, bon voilà, il y a souvent des problèmes. Moi, je ne m'y connais pas. Je suis ministre. Je suis cadre quand même d'un certain niveau. Et à mesure de comprendre les analyses des uns et des autres. Mais dites-moi, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les engrais soient là à temps, les qualités souhaitées soient là et dans les temps requis. Et là, nous avons rempli la salle. Il y avait plus d'une centaine de personnes. Il y avait les leaders paysans, il y avait les paysans eux-mêmes, il y avait les techniciens, il y avait moi, les conseillers techniques, il y avait les opérateurs économiques. Tout le monde était dans la salle. Et je crois que les documents existent encore. Des conclusions en sont sorties. Et l'année-là, je me rappelle très bien, c'est sur la base d'une décision ministérielle que les fournisseurs d'engrais avaient été désignés. Et en son temps, je me souviens très bien, des gens avaient été remerciés parmi les fournisseurs, des gens avaient été remerciés parmi des fonctionnaires qui ont été obligés de changer de place parce que tout simplement, il fallait mettre en place un mécanisme qui était peut-être un peu difficile en application pour certains. Donc, je peux vous dire que un ministre, il doit être d'abord loyal vis-à-vis de son premier ministre et du président de la République, mais dans sa loyauté, il a une exigence de vérité. Mais la vérité se dit sans blesser. La vérité se dit sans faire mal. Mais quand on est ministre et qu'on ne puisse pas dire que c'est mieux de faire une route qui quitte une zone de production à une zone d'écoulement des produits agricoles au lieu de construire un échangeur, je crois qu'on a été correct. Parce que, imaginez quand vous voulez embellir une ville, c'est vrai, il y a beaucoup d'électeurs. Vous mettez un échangeur. Cet échangeur, ça fait plaisir à tout le monde. Vous mettez combien de milliards? 18, 19, 20, 30 milliards pour faire un échangeur. Mais imaginez combien de routes rurales cela pourrait améliorer, mais tout en améliorant les routes que vous avez dans les grandes villes. Pour transporter les produits agricoles. Voilà, la beauté de la ville, c'est une bonne chose. On va dire que oui, il a fait ça. Mais en réalité, moi je crois que lorsqu'on améliore les pistes rurales et qu'on fait en sorte que le produit agricole puisse être transporté dans les meilleures conditions, que les paysans eux-mêmes puissent se déplacer de leur zone de résidence aux zones d'écoulement de leurs produits et même aux grandes zones pour leurs propres soins de santé. Moi, je pense qu'on aura fait mieux que de se mettre à construire des bâtiments pour enjoliver. Vous imaginez. C'est comme une fois, et là je vais finir par là, excusez-moi d'être long, ministre de l'Industrie, j'avais dit aux opérateurs économiques au Mali, malheureusement, nos opérateurs économiques n'ont pas le réflexe d'industriel.
vous avez un seul opérateur qui vous aligne 10 bâtiments, 10 immeubles. Mais si vous faites le point, les 10 immeubles à la fin de chaque mois lui rapportent peut-être un maximum de 15-20 millions. D'abord, c'est de l'argent qu'il a mis dans ces immeubles et c'est de l'argent qui ne peut rapporter que les frais de location. Absolument. Et même pas toujours. Mais pourquoi ce montant ou bien ces fonds ne sont pas mis pour créer des petites unités industrielles qui sur 5 ans, 10 ans pourraient s'agrandir et aider le pays à se développer mieux, à créer plus d'emplois, à créer plus de revenus, donc à créer de la richesse. Ouais, de la richesse. Et voilà le grand problème. Donc tant que ce réflexe d'industriel ne vient pas, moi je ne vois pas comment on peut développer. Alors qu'on est obligé d'y arriver. Nous sommes un pays de grande potentialité agricole. Absolument. Nous avons suffisamment de soleil, nous avons suffisamment d'espace, nous avons suffisamment d'eau. Les 2 plus grands fleuves d'Afrique de l'Ouest traversent quand même le Mali, sur des grandes surfaces. Le Niger seulement sur 1700 km. Le fleuve Sénégal, la même chose. Les différents bras et affluents, je m'excuse. Mais nous avons également une population jeune. Et l'agriculture chez nous est une activité culturelle. Parce que je ne connais pas de famille au Mali où vous n'avez pas un des 3 instruments selon les 3, c'est-à-dire la daba, le gourdin du berger et le filet du pêcheur. Si les 3 ne sont pas là, 2 sont là. Minimum 1. Sinon, vous ne pouvez pas avoir de famille où il y en a pas. C'est pour vous dire que l'agriculture est culturelle chez nous. Mais pourquoi on ne réussit pas? Et développer l'agriculture, c'est vrai que c'est amener les engrais, mais développer l'agriculture, c'est améliorer les pistes rurales. Développer l'agriculture, c'est aménager les terres. Développer l'agriculture, c'est mettre les terres à la disposition des paysans. Développer l'agriculture, c'est convaincre les paysans que l'agriculture est une affaire. Et ça, j'ai eu l'occasion de le dire aux différents ministres d'agriculture de l'Europe au cours d'une conférence de la FAO. Et je parlais ce jour, j'ai eu le privilège et l'honneur que mes collègues africains qui étaient là ont choisi quand même que le Mali parle en leur lieu et place. Et ce jour, je l'ai dit. Donc, il faudrait qu'il y ait une véritable réflexion par rapport à ce domaine. Et même pas que le domaine de l'agriculture, mais je viens de parler de l'industrie, le domaine du transport, le domaine de la santé. Et j'avoue très honnêtement que les ministres, à mon avis, et je les salue, ceux-là qui sont en exercice en ce moment, je les salue. Je connais une bonne partie des difficultés qu'ils traversent, mais je dis et je le répète, ils ont souvent de très sérieux problèmes pour réfléchir et poser les fruits de leur réflexion, parce que tout simplement, on leur impose d'exécuter des promesses électorales. Et je suis homme politique, je sais de quoi je parle, des promesses électorales ou des engagements, quelquefois des engagements pour un an. Un seul grand électeur vous fait prendre un engagement et vous amenez toute la nation entière à travers un département ministériel à appliquer. Donc vous voyez un peu que ce n'est pas une chose très facile. Ils n'ont pas une tâche facile. Et je sais qu'ils dorment difficilement. Ce n'est pas facile, d'autant plus que l'un des premiers problèmes que les ministres ont, c'est l'équipe que le ministre doit construire, doit composer. Parce que les personnes qu'on doit nommer autour de soi pour pouvoir travailler, en principe, doivent être les personnes que nous voulons nous-mêmes. Parce qu'on doit choisir les personnes avec lesquelles on doit pouvoir travailler au moins pour atteindre un certain objectif. Mais des fois, les nominations sont imposées aussi. Mais on va y aller. Ça c'est vous qui le dites. Que les nominations sont imposées. Donc vous avez eu la main libre. Je n'ai jamais eu ce problème qu'on m'impose de nommer X ou Y. Non. Ah, d'accord. Je suis allé sur la base de la compétence et j'ai exigé la loyauté par rapport d'abord à la nation malienne et par rapport à moi-même. Et ça, c'était sous Ibeka? Ah oui, c'était sous Ibeka que j'ai été ministre. Non, très bien, voilà. Très bien. Membre fondateur et militant de l'ADEMA-PAJ, vous êtes officier de l'Ordre national du Mali. Et alors, vous êtes membre fondateur de l'ADEMA-PAJ, membre fondateur du RPM aussi, et aujourd'hui, vous êtes président du parti malien, c'est ça, pour le travail et la refondation PMT. Du travail et de la refondation. Ah, c'est du travail, parti malien du travail et de la refondation. Et de la refondation. Alors, donc, l'ADEMA, RPM, PMTR, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment c'est passé? Bon, c'est très simple. L'ADEMA, j'ai été militant de l'ADEMA, il faut dire un peu très jeune, relativement jeune, parce que c'était les années 91. Nous avons milité dans l'ADEMA. Je vous ai dit d'ailleurs au tout début que je suis resté à l'ADEMA jusqu'au moment où on partait aux élections, où on était en train de préparer les élections de 2002, c'est-à-dire le départ de Alpha. Donc on sentait qu'il était question dans une tendance d'aller avec un candidat indépendant, un candidat qui est en dehors du parti. Vraiment, je préfère taire le nom. Et nous autres, on était pour un candidat à l'interne. Alors donc, ça a fait qu'il y avait des tiraillements entre militants.
Donc vraiment pour ne pas en arriver à certaines situations, nous avons choisi de partir. Nous avons quitté et nous avons créé Alternative 2000. Et Alternative 2000 a fini par se muer et devenir le Rassemblement pour le Mali autour de l'âge Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme. Et là, j'ai milité là-dedans jusqu'en 2021. Bon, en 2021, j'ai senti, et déjà avant, je sentais que au sein du parti, il y avait certaines difficultés que moi, je ne pouvais pas supporter. Alors finalement, pour ne pas être victime de tout ce qui est arrivé et qui est en train de se passer actuellement, je n'ai pas souhaité que l'histoire me donne raison, mais l'histoire m'a donné raison. J'ai préféré faire demi-tour ou bien sortir, et nous avons, avec d'autres camarades du même parti et d'autres partis, nous avons créé le PMDR, qui est le Parti malien du travail et de la refondation. Et on s'est donné comme ligne politique soutenir la transition. Parce que vous entendez que nous parlons de travail et de refondation. Donc nous sommes engagés à soutenir la transition. Ce n'est pas une question d'homme ou de démagogie. C'est plutôt une question du Mali. Nous nous sommes dit, un parti, c'est quoi? Un parti est créé pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Mais la conquête et l'exercice du pouvoir, pas forcément être président, pas forcément être député. On peut contribuer à la construction d'un pays sans en être le président ou un député ou même un premier ministre ou un ministre. On peut contribuer parce qu'on est dans un regroupement ou bien on est dans un ensemble politique qui travaille à fortifier et à renforcer ceux qui ont eu la chance d'avoir la responsabilité de la gestion du pays. Donc nous nous sommes dit, avant tout d'abord, aujourd'hui, nous sommes dans une période exceptionnelle. Il ne doit pas avoir de majorité ou d'opposition. Tous ensemble, on doit se donner la main, on doit se rassembler, on doit critiquer objectivement en toute responsabilité, on doit attirer l'attention des uns et des autres pour qu'on puisse sortir de cette période d'exception qu'est la transition. Et voilà pourquoi nous avons choisi de soutenir la transition, d'accompagner les responsables chargés de sa gestion. Donc ce n'est pas une question d'homme. Ce n'est pas une question d'homme. Moi qui vous parle tout de suite, je peux vous assurer que je n'ai jamais rencontré un des colonels en face. Jamais. Ils vous ont jamais appelé? Jamais, jamais je n'ai rencontré un des 5 colonels en face. Jamais. Je les vois toujours à distance à la télé. Mais c'est des frères. Ouais. C'est des frères à moi, c'est des cousins à moi, c'est des fistons à moi. Il n'y a aucune raison à ce que j'exige qu'on soit comme vous et moi tout de suite pour que je puisse les accompagner. Et chaque fois que je pense qu'ils ont bien fait, ou même quand je les vois en erreur, j'essaie de trouver par quelle voie ou par quel moyen je peux intervenir pour qu'au moins ça leur soit dit. Et des plateaux de ce genre sont déjà importants. Je ne vois pas pourquoi je vais m'affairer à forcer la porte de qui que ce soit. Je ne vois pas pourquoi. Par contre, je les salue, je les soutiens dans ce qu'ils font tous les jours et je les comprends. Je les comprends et c'est dans cette compréhension que je les accompagne. Et pour moi, il s'agit du Mali. Le Mali n'appartient pas à Baba Moulaye, le Mali n'appartient pas qu'à Baba Moulaye, il n'appartient pas qu'à Assimi Goïta, il n'appartient pas qu'à Choguel Maïga. Il appartient à tous les fils du Mali. Eux, aujourd'hui, ont la responsabilité de piloter le bateau. Il n'y a pas de raison à ce que nous, on ne les accompagne pas pour que le bateau n'échoue pas. Parce que si le bateau échoue, mais c'est tout le monde qui est bloqué, ce n'est pas eux seulement. Ouais. C'est vrai qu'ils vont s'affairer à le faire bouger, mais nous sommes là aussi. Et si les vivres finissaient dans le bateau, qu'est-ce qu'on va faire? Donc autant se battre, les accompagner et faire en sorte vraiment que le bateau puisse aller à bon port. Voilà donc ce qui explique que nous avons choisi de soutenir la transition, de l'accompagner et de l'accompagner jusqu'au bout. Si le président Goïta se présentait à l'élection présidentielle, est-ce que votre parti va le soutenir? Et ça dépendra des circonstances et d'abord du contexte, des circonstances dans lesquelles sa candidature sera prononcée. Parce que dans tous les cas, moi, je ne suis que le président d'un parti. Alors, si on devrait accompagner aujourd'hui un candidat ou si on doit avoir nous-mêmes un candidat, c'est le parti qui doit décider. De toute façon, je peux vous dire que le président Goïta, il n'est pas un ennemi à nous, il ne sera jamais un ennemi à nous. Nous le soutenons présentement et si demain, les circonstances feraient que c'est lui que nous voyons par rapport au devenir et à l'avenir de ce pays-là, nous serons prêts à baisser nos armes et à l'accompagner pour qu'il puisse atteindre les objectifs qu'on s'est tous fixés. Parce que le plus important, c'est que le Mali s'en sorte et que le Mali devienne ce que nous souhaitons tous. Si c'est avec Assimi que ça devait l'être, c'est pas grave. Assimi est un fils du Mali. Si c'est un autre fils du Mali, il n'y a aucun problème. D'accord. Vous avez milité à l'UNEM, l'ancien AUM. Et puis...
Vous voulez dire un mot sur ça, rapidement? Non, l'UNEM, c'était vraiment... ce que je voulais dire, l'UNEM, c'était juste l'Union des élèves et étudiants du Mali. C'est une corporation syndicale, si vous voulez, un mouvement estudiantin qui se battait pour les intérêts de l'école. C'est vrai quand même que l'UNEM, à un autre moment, comme l'AM, sont rentrés dans la bataille pour l'avènement de la démocratie au Mali. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que pour le salut de l'école, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de notre pays, et il va falloir vraiment que ceux-là qui ont la charge des affaires essaient de voir comment dépolitiser l'école un peu. Dépolitiser l'école. Voilà. D'accord. C'est ce que je peux dire. D'accord. L'accord d'Algérie. Depuis un certain temps, il y a cet accord qui est là, qui pend et qui semble avoir des difficultés. Il y a vraiment des difficultés pour sa mise en œuvre. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, réellement? Vous pensez que cet accord-là, on doit continuer avec, ou à un moment donné, il faut mettre fin à l'accord d'Alger? Bon, moi, je ne peux pas vous dire qu'il faut mettre fin à l'accord d'Alger. Parce qu'en fait, l'accord d'Alger, c'est un accord. Accord pour la paix et la réconciliation. C'est un accord. C'est un document. Il a été fait à un moment donné. Et de ce moment, maintenant, je crois que c'est 2014 ou 2014, n'est-ce pas? 2014-2015, en tout cas, nous sommes déjà à 8 ans, 9 ans écoulés. Presque 10 ans écoulés. Alors, vous savez que même vous et moi, il y a 10 ans, on n'était pas comme nous sommes aujourd'hui. C'est vrai. Cela est clair. Alors, donc, un document reste un document. Un accord est un accord. Mais c'est un accord qui n'est pas établi entre les enfants de 2 pays différents ou de 3 pays différents. C'est un accord qui est établi entre les fils du même pays. Certains n'étaient pas d'accord avec d'autres. Ils ont dit, bon, ils n'étaient pas d'accord avec le gouvernement, ils ont dit d'accord, asseyons-nous. Et nous avons eu un médiateur, l'Algérie, qui était avec nous. Nous avons des organisations qui étaient avec nous pour nous faciliter la tâche et faire en sorte, et cela existe partout. Même dans une famille, quand ça ne va pas, le voisin vient essayer d'établir l'équilibre au sein de la famille voisine. Donc, on s'est assis, on a fait un document. En son temps, on pensait qu'il était l'idéal pour nous mener vers la paix. Moi, je ne dis pas qu'il faut cracher là-dessus. Mais s'il y a des difficultés, nous sommes des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devrons réfléchir. Qu'on s'asseye. Qu'on s'asseye, qu'on se regarde dans les yeux. Voici le document. Voilà ce que nous pensons n'est pas bon dans le document. Et voilà pourquoi nous pensons qu'il n'est pas bon dans le document. Vous aussi, vous défendez le contraire, dites-nous pourquoi. Mais vraiment, il faut qu'on soit de bonne foi. Et j'insiste vraiment là-dessus. Parce qu'en réalité, une discussion entre des interlocuteurs qui ne sont pas de bonne foi, ça n'a pas de raison d'être. On s'assoit de très bonne foi. Nous n'avons rien d'autre à voir devant nous que le Mali. L'intérêt du Mali, et du Mali entier, c'est-à-dire de Kidal à Kaï, et de Toudeni à Sikasso, le Mali entier. Et tous les Maliens, leurs intérêts. En ce moment, on s'assoit, on discute. Bon, dans l'accord, il y a ça qui ne marche pas, il y a ça qui ne marche pas, il y a ça qui ne marche pas, ok. Ça ne marche pas, voilà pourquoi nous pensons que ça marche. On discute, on se comprendra au fur et à mesure. Et on est obligé. Pourquoi il y a un ministère chargé de la réconciliation? Il y a un ministère chargé de la réconciliation. Ce ministère-là, il évalue au fur et à mesure. Il travaille tous les jours là-dessus. Les évaluations, c'est quoi? C'est pour voir les bons coins, les points sur lesquels ça se passe très bien, les points sur lesquels ça ne se passe pas très bien. Et je crois qu'à chaque fois qu'on a évalué, ça veut dire qu'on a critiqué. Et s'il y a critique, normalement, il y a eu analyse avant qu'il n'y ait critique. Et ça doit être soldé par des conclusions ou des solutions. Et je pense que l'accord, comme on l'appelle l'APR, l'accord pour la paix et la réconciliation, est un document qui ne doit pas nous opposer. Ça ne doit pas nous opposer. Ça doit plutôt nous interpeller à réfléchir. Et c'est pourquoi nous avons dit le PMTR soutient la transition avec raison et responsabilité et appelle tous les Maliens à la réflexion et à l'action. Donc ce document doit nous interpeller à la réflexion. Qu'on soit de la CEMA, qu'on soit pro-gouvernemental, on est Malien d'abord. On est Malien d'abord. Et c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Et c'est du Mali qu'il est question. Donc je pense que ce document ne doit pas être une raison pour qu'entre nous, on se critique ou on se fusille entre nous ou qu'on aille jusqu'à nous faire la guerre. Ça ne sert absolument rien. On va se rendre ridicule et pour rien du tout. Et je n'ai jamais vu un problème réglé par une guerre ou par une bataille quelconque. Je n'en ai jamais vu. Donc autant commencer par dialoguer. Parce que généralement, on se boxe quand on arrête de raisonner. Et tant qu'on peut raisonner, on peut trouver des solutions. Et nous sommes des hommes pour ça. Donc l'accord de paix, pour moi, ne doit pas être un obstacle lorsque nous sommes tous de bonne foi. D'accord. Donc on va parler rapidement de la sous-région.
du Niger. Il y a eu un coup d'État dernièrement. Et la CEDEAO veut intervenir militairement là-bas. Vous en pensez quoi? Bon, pour vous parler très honnêtement, la CEDEAO veut intervenir militairement. Je suis très peiné quand je le dis, parce que je viens de vous dire que je n'ai jamais vu un problème réglé par les armes. Toutes les fois qu'on a pris les armes pour régler un problème, on s'est d'abord tué, on s'est fait mal, et après on est revenu s'asseoir sur les corps des autres frères ou des compagnons d'armes pour signer et se faire des accolades. À quoi cela va servir? C'est vrai. Toutes les guerres ont fini par s'asseoir et signer. Et des gens sont morts. A fortiori, cette fois-ci, il s'agit de la CEDEAO de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Niger à côté. Vous savez que moi, je suis de Tombouctou. Au fur et à mesure que vous avancez de Niafunké, Dire, Gundam, Tombouctou, Gao, votre langue parlée s'approche du djerma. La langue parlée au Niger. Et moi, quand je suis chez moi, le Nigérien me parle dans sa langue, je le comprends, et je lui parle, il me comprend. C'est pour vous dire que ces frontières-là ont été dessinées par des gens qui ne savent même pas qui nous sommes. Alors, Nigériens et Maliens, nous sommes frères. C'est vrai. Vous descendez du côté de la frontière avec le Burkina Faso. Mais vous allez jusqu'à rentrer à Bobo, vous quittez Remakono, Mali, jusqu'à rentrer à Bobo, vous n'avez pas besoin de changer de langue. Parlez en Bamanaka, on va vous comprendre. Vous voyez un peu ce que ça fait? Alors, quand on va demander à ce que la Côte d'Ivoire qui est à côté de nous, partez à Zégoua, vous rentrez, vous traversez jusqu'à Abidjan, vous n'avez pas besoin de parler Bété ou Baoulé. Vous parlez Djoula, on vous comprend. C'est vrai. Vous quittez le Sénégal, vous rentrez jusqu'à Kaï. Vous parlez Wolof, on vous comprend. Vous parlez Bamana, Malinké, vous rentrez au Sénégal, on vous comprend. La Guinée, la même chose. Et c'est ça les pays de la CEDEAO. Et imaginez que c'est ces frères-là qui doivent prendre des armes et aller tuer d'autres. Alors qu'il y a la voie du dialogue. Il y a la voie de la diplomatie. Il y a la voie de la réconciliation. Et l'Afrique même, c'est quoi? L'Afrique est assise sur le dialogue. Je disais il y a 2 semaines de cela au cours des meetings que la démocratie qu'on nous a imposée, on aurait pu nous laisser tranquilles dans notre démocratie qui respecte nos valeurs. Ici en Afrique, nous avons des valeurs. Absolument. Nous avons toujours été démocrates. Vous, monsieur Si, vous le savez très bien, vous êtes Peul. Moi, je suis Sonraï du Nord, ou Arabe du Nord, ou un Bamana, n'importe quelle famille, n'importe quelle tribu, quand il y a un événement majeur qui arrive, on rassemble tout le monde. Absolument. Le père de famille, le chef de village, le chef de la tribu, le chef du hameau, il rassemble tout le monde autour de lui. Et c'est quelqu'un qui ne parle pas. Il pose le problème et il écoute. Il écoute les gens. Et autour de lui, il a ses conseillers qui également écoutent tout le monde. Et après, on sort des conclusions et on essaie toujours de sortir les conclusions équilibrées qui pourraient vraiment engager tout le monde, à travers lesquelles tout le monde se reconnaît à peu près. C'est pas ça le phénomène de majorité et de minorité? C'est bien ça. Mais on a voulu qu'on fasse la démocratie autrement. C'est-à-dire qu'on nous a tellement embrigadés, on nous a tellement enfermés, on nous a tellement fermé les yeux que même notre manière de nous gérer, il faut la laisser désormais tomber et nous gérer comme nous. Ouais, chez nous, c'est pas facile qu'un enfant regarde son père dans les yeux pour lui dire certaines choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas dire à son père ce qu'il pense. Ouais. Il a des voies et des canaux pour le faire. C'est vrai, toujours par rapport à la CEDEAO qui veut intervenir, c'est pour en fait remettre le président Bazoum à sa place. Le coup d'État qui s'est passé au Niger, vous le soutenez ou pas? Vous êtes pour le coup d'État ou pas? Vous savez, moi je viens de vous dire que je ne suis pas pour les armes. De quelque manière que ce soit un règlement de conflit entre 2 États, même s'ils ne sont pas des États frères, que ce soit des règlements de compte entre des citoyens des mêmes pays. Moi, je pense toujours que la voie du dialogue est toujours la meilleure. Quand on n'est pas d'accord avec un système, ou on n'est pas d'accord avec un régime, il faut mettre fin. Mais il faut trouver les voies les plus pacifiques, les voies les plus appropriées. Le cas du Niger, ça a surpris tout le monde. Le coup d'État au Mali n'a pas surpris. C'est vrai. C'est totalement différent. Chez nous, si ce jour-là, l'armée ne prenait pas ses responsabilités, vous avez imaginé le monde qui se dirigeait vers un quartier où je préfère taire le nom. Qu'est-ce que ça allait faire comme dégâts dans le pays? Ce jour-là, l'armée a pris ses responsabilités. Chez eux,
L'armée a pris ses responsabilités, mais n'oubliez jamais qu'entre l'armée et le pouvoir, il y a des situations que nous, de la société civile, nous ignorons. L'armée sait beaucoup de choses sur le pouvoir. Et le pouvoir, le président, c'est toujours le premier militaire. Et ils travaillent ensemble, ils se connaissent. Donc, je ne sais pas sur quelle base ce coup d'État est arrivé. Mais je dis tout simplement, à partir du moment où il est arrivé, si on pouvait l'éviter, oui. Mais à partir du moment où il est arrivé, essayons plutôt de le gérer pacifiquement. Et faisons en sorte que ça ne soit pas l'occasion pour verser du sang d'un frère pour un autre. Parce qu'aujourd'hui, si cette guerre venait à se déclencher, je touche du bois, je ne le souhaite pas, nous sommes interpellés, nous partons à la guerre. Parce que nous serons, qu'on le veuille ou pas, nous serons impliqués. Oui, c'est toute la sous-région qui va brûler. Parce qu'on l'a dit, effectivement, le Mali l'a dit. Je vais revenir là-dessus pour vous demander votre avis par rapport à la position du Mali, parce que le Mali veut aller en guerre aussi. Donc je vais conclure par ceci. Non, je vais quand même vous dire ceci. Oui. Je suis diamétralement opposé à l'action militaire au Niger. Je préfère qu'on aille par dialogue et qu'on discute. Même si c'est pour sortir Bazoum, parler avec lui. Parce que maintenant, il y a un moment, on est obligé de raisonner sur l'avenir de son peuple. Un homme ne peut pas être le seul obstacle de tout un peuple. Vous pensez que Bazoum doit sortir et dire... Moi, je pense qu'il doit faire comme... Mais ATT l'a fait. ATT l'a fait, Ibeka l'a fait. Ibeka l'a fait. Parce qu'à un moment donné, il faut mettre le peuple au-dessus de soi-même. Ce n'est pas une question de militaire, ce n'est pas une question de coup d'État, c'est une question de vie de toute une nation. Et je crois qu'on peut trouver la solution. Peut-être qu'on ne veut pas trouver la solution appropriée, ou bien la solution souhaitée. Mais on peut trouver la solution et éviter de faire un bain de sang pour rien du tout dans toute la sous-région et ouvrir toutes les portes à nos différents terroristes qui n'attendent que cela. Voilà. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes d'accord avec la position du Mali? Le Mali dit, si la CEDEAO touche un seul cheveu du Niger, le Mali va entrer en guerre. Est-ce que vous comprenez la position du Mali et du Burkina Faso? Est-ce que vous pensez que le Mali a le choix? Moi, je ne pense pas que le Mali a le choix. Le Mali n'a pas le choix. Mais quand le feu brûle chez votre voisin, mais on dit quand vous et votre ami, vous partez chez un coiffeur, on le prend de force pour lui raser la tête, pour ne pas avoir de problème, mouillez-vous la tienne. Mouillez-vous la tienne, mais c'est vrai. Si le Niger est attaqué, vous savez très bien que le Mali, nous sommes en travers de la gorge de certains aujourd'hui. Absolument. Donc la solution, c'est quoi? Nous attaquons le Niger et c'est la belle occasion. Et nous aussi, on n'a pas attendu là. Parce que dans tous les cas, on préfère mourir l'arme à la main que de mourir, être couché derrière ses enfants. Donc moi, je suis entièrement d'accord avec la position du Mali si jamais il y avait une guerre. Mais je pense et je crois être convaincu que les gens vont raisonner pour ne pas faire résonner les armes. Voilà. D'accord. Et maintenant, on va parler des réseaux sociaux. Que pensez-vous des réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, monsieur, si j'ai l'habitude de les rencontrer, surtout ces derniers temps, je les rencontre beaucoup, je les salue beaucoup pour le travail, disons la mission qu'ils se sont donnée. Mais il faudrait que cette mission, elle soit effectuée avec beaucoup, beaucoup de sérieux, beaucoup, beaucoup de loyauté. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas que les réseaux soient utilisés pour faire le jugement de quelqu'un ou pour faire le procès de quelqu'un. Il faut que les réseaux soient utilisés pour informer. Parce que vous savez aujourd'hui que c'est les réseaux qui sont plus suivis que les journaux de la presse écrite. Absolument. Même la télévision nationale, les réseaux sont mieux suivis que la télévision nationale. C'est très sérieux. Donc il va falloir que les gens, les frères qui gèrent les réseaux, comprennent qu'ils ont l'avenir même du pays en main d'une manière. Parce que les réseaux peuvent allumer le feu tout comme ils peuvent l'éteindre. Et je crois que de la même manière que je dis, soyons loyaux, soyons corrects avec notre pays, avec nos différents pays, essayons toujours de nous exprimer dans le sens de l'apaisement des cœurs et des esprits. Essayons toujours de nous exprimer de façon à ne pas fustiger quelqu'un, de façon à ne pas faire de quelqu'un comme un poison de la République ou du pays. Donc les réseaux, je les salue, je les encourage, mais je les invite à mieux faire. Ils font déjà bien, mais à mieux faire et à se battre pour vraiment contribuer à la reconstruction, sinon à la construction de notre pays par la divulgation d'informations vraies, par des informations justes, par des informations constructives et ne pas faire le procès de qui que ce soit. Et la souveraineté dont on parle, elle est d'abord individuelle. Il faudrait que chacun dans sa mission soit souverain. Et la souveraineté suppose qu'on dit la vérité et qu'on est capable de jurer partout par rapport à ce qu'on dit. Et ne pas avoir honte
quand on est confondu. Et généralement, quand on ne dit pas vrai, on est confondu. Voilà. Dernièrement, les relations entre la France et le Mali sont exécrables. Ça ne va pas du tout. RFI a été suspendu ainsi que France 24. L'ambassadeur de France il est parti, il a été mis à la porte. L'armée française et les armées européennes sont parties aussi. Air France a suspendu ses vols, ainsi que les visas français, on ne les a plus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais moi, j'ai toujours dit que d'abord, il faut quand même faire la différence entre deux choses. Le peuple français et le peuple malien n'ont aucun problème. D'accord. Ça, au moins, je suis clair là-dessus. Nous n'avons aucun problème. J'ai quand même été chef de cabinet au ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Donc, je sais ce que nous avons comme frères, comme concitoyens en France. Eux aussi, je sais ce qu'ils ont ici comme frères et concitoyens. Parce que vous avez plein de Maliens que vous voyez qui sont aussi franco-maliens. Donc, entre les deux peuples, il n'y a aucun problème. Et vous avez tellement de blogueurs, tellement d'activistes français aujourd'hui qui plaident pour la cause du Mali et pourtant qui vivent en France et qui sont français de souche, ça ne finit pas. Et même d'hommes politiques français qui plaident la cause du Mali. Donc, c'est pour vous dire qu'entre la France et le Mali, au niveau des gouvernants, il y a des situations qui ne sont pas bonnes. C'est vrai qu'on ne s'entend pas sur beaucoup de documents. On ne s'entend pas sur beaucoup de choses. Et il va falloir que, le moment venu, on s'asseye et qu'on parle. Nous, le Mali, nous ne sommes contre personne. Nous ne nous isolons pas comme certains aiment le dire. Nous ne faisons la guerre à personne, mais nous avons juste demandé qu'on soit respecté. Nous avons juste demandé qu'on soit considéré. Nous avons juste demandé qu'on tienne compte de nos points de vue par rapport à tout ce qui nous concerne. Donc, on ne peut plus permettre à ce que quelqu'un, qu'il soit français ou qu'il soit d'une autre nationalité, venir nous faire ce que lui veut. Avant-hier, je disais sur un réseau en Bamana, Dongo do awo, au temps bana, au wati bana. Désormais, on se regarde, on parle, on discute, on échange, on est d'accord. Et si on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais à la longue, ce que Houphouët avait dit, et je l'ai dit aussi il y a 3 ou 4 jours. Il l'avait dit en 81, je crois, à la veille des démocraties en Afrique. Il a dit, et ce jour-là, je me rappelle bien, j'ai vu les images, François Mitterrand, à l'époque, président français, était assis. Il a dit, dans 20 ans, dans 30 ans, tout au plus dans 40 ans, des jeunes Africains vous diront qu'ils ne sont plus d'accord. Et cela est arrivé. C'est fait en 81, 82. Ça fait 40 ans net. Presque jour pour jour, ça fait 40 ans que ce visionnaire avait dit cela, et c'est le cas aujourd'hui. Donc, nous avons des difficultés entre gouvernements. Notre gouvernement, auquel nous faisons confiance, derrière lequel nous sommes, que nous soutenons, et derrière lequel nous mettons toutes nos intelligences et toutes nos énergies pour qu'il aboutisse, a parfaitement raison. Il y a des situations qu'on ne comprend pas. Mettons-nous à table pour discuter. Mais si vous ne doutez de rien, mais venez, on discute. Venez, on discute. Dans tous les cas, c'est vrai que tout ce que vous dites tout de suite, Air France, RFI, France 24, le visa, ça ne peut pas ne pas jouer sur le Mali, mais ça ne peut pas ne pas jouer sur la France aussi. Ça, c'est clair, hein? Ça ne peut pas ne pas jouer sur la France. Vous êtes un commerçant, vous avez votre boutique, vous avez choisi une partie du quartier, vous dites, vous là, je ne vous aime pas, ne venez plus acheter chez moi. C'est vrai, ils ne viendront pas chez toi, ils pourraient aller ailleurs. Mais toi, quand même, tu n'as pas cette recette-là. C'est une recette qui sera un manque à gagner pour toi. Et voilà ce qui explique aujourd'hui, vous voyez bien que le Mali, et le monde comme Dieu, il a fait beaucoup de chemin. Hein. On dit, s'il n'y a qu'une seule voie, que Dieu l'enferme. Il y a des voies partout. Et en parlant de voix, il nous reste 5 minutes, en parlant de voix. Donc je vais vous dire que entre la France et le Mali, moi je salue les deux peuples. Ils n'ont aucun problème. Et même le peuple français a des problèmes avec les dirigeants en France. Vous avez vu ce qui s'est passé. Les gilets jaunes et pas mal d'autres choses. Je ne vais pas rentrer dans la vie interne d'un pays. Je n'aime pas cela dans les débats, je le refuse. Pas l'ingérence, quoi. Voilà, je n'aime pas faire l'ingérence. Mais je vais tout simplement dire que je salue les deux peuples. Et j'encourage les deux gouvernements. Maintenant, je ne sais pas dans quel moment ou dans quel temps ou sur quelle longueur de temps, ils trouveront le moment de s'asseoir, de parler, et vraiment que le partenariat commence dans le sens du égal, gagnant-gagnant. En parlant de partenariat, 2-3 minutes, que pensez-vous du partenariat avec la Russie? Mais est-ce que la Russie, c'est maintenant qu'elle est devenue notre partenaire? Non. Non. La Russie est partenaire du Mali depuis juste après les indépendances. Oui, mais là, ça s'est réchauffé un petit peu. Mais c'est normal que ça se réchauffe dans la mesure où je vous ai dit que s'il n'y a qu'un seul chemin, à la côte d'Atou.
Alors, il y a plusieurs chemins. Mais les Russes, s'ils sont d'accord avec nous, ils veulent nous accompagner. Vous savez qu'eux aussi sont victimes de beaucoup de choses dans ce monde-là aujourd'hui. Absolument. Et vous savez également avec moi, en tant que journaliste, vous savez que le monde est en pleine mutation en ce moment. Il y a eu un moment où c'était le bloc Est-Ouest. Il y a eu la guerre froide. Il y a eu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il y a une autre mutation qui est en train d'arriver parce qu'il y a d'autres réalités. Il y a la Chine qui est venue en force. Il y a l'Inde qui est venue en force. Il y a le Brésil qui est venu en force. Il y a le BRICS d'ailleurs dont vous entendez parler. Justement, on voulait vous Il y a parler le BRICS dont vous entendez parler. Alors donc tout cela, ça démontre que le monde est en pleine mutation. Il faudrait que toute l'Afrique prenne conscience que c'est là que nous devrons prendre toute notre place. Vous ne pouvez pas m'expliquer que tous les continents soient représentés quand même au sein du Conseil de sécurité, du Conseil permanent, ou bien comment on dit. Oui, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Conseil de sécurité aux Nations Unies et que l'Afrique n'y siège pas. Ce n'est pas une chose vraie, ce n'est pas normal. Donc l'Afrique doit profiter de cette situation, de ce moment, pour prendre sa place et toute sa place. Parce que nous sommes un enjeu politique extrêmement important, sinon vital. Nous sommes un enjeu économique vital. Rien ne peut se faire en se passant de l'Afrique. Et il faudrait que donc l'Afrique occupe toute sa place. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, j'espère que cette révolution du panafricanisme, cette révolution de l'Afrique pour récupérer toute la place qui lui est siée, va partir du Mali. Du 22 au 24 août, là, dans ces jours qui viennent, il y a la réunion des BRICS. Et vous pensez que le Mali doit tout faire pour essayer d'intégrer le BRICS? En tout cas, je suis un partisan à 150%. Du BRICS. Oui. Brésil, Russie, Inde. Je suis entièrement d'accord. Parce qu'il faut ça. C'est pas pour vous faire rire. Vous savez que la concurrence, quand elle est loyale, elle fait toujours avancer. Et comme on le dit en philosophie, dans la loi de la dialectique, on le dit, c'est la loi des contraires qui fait le progrès. Et vous prenez un homme, pour bien marcher, il faudrait qu'un pied aille et que l'autre attende. Ensuite, quand l'autre vient, l'autre attend. Donc, il va de soi que la contradiction, la concurrence, mais dans la loyauté, la bonne foi, ça fait toujours avancer. Moi, je suis un partisan engagé et décidé à accompagner nos autorités si jamais elles étaient dans cette voie. Pourquoi pas? D'accord. Et la MINUSMA, elle s'en va. Elle s'en va. Vous êtes pour? Mais la MINUSMA, elle n'était pas là il y a 12 ans. Elle est venue il y a seulement 10 ans. Et avant qu'elle ne soit là, on était là. Mais avec les ingérences, avec tout ce que vous savez, l'immixtion dans nos affaires, le fait même de provoquer certaines situations pour nous déstabiliser, notre armée, à un moment, était arrivée à bout de souffle parce qu'elle ne savait pas par quel bout prendre quelle situation. C'était ça. Sinon, avant que la MINUSMA ne soit là, avant 2012, avant même que la rébellion des années 90 ne commence, mais l'armée malienne couvrait de Caille à Taudeni. Il y avait un camp militaire à Taudeni. Il y avait un camp militaire à Kidal. Les militaires maliens venaient de tout le pays et ils étaient dans tous ces différents camps-là. Et ils se relevaient, ils se remplaçaient et le pays était entièrement protégé par notre armée nationale depuis que le dernier militaire français est parti en 1961. Mais imaginez qu'aujourd'hui, on nous a perturbés. Et ça, tout le monde sait que ce n'est pas parce que c'est nous, on ne s'entend pas. C'est parce que de quelque part, des situations sont montées, préparées de toutes pièces pour déstabiliser ce pays-là qui est une digue, comme un ancien président l'a dit. Et cette digue-là, comme on n'a pas réussi à la casser au Mali, il faut trouver le moyen de la casser au Niger. On refusera. On refusera. Donc moi, je pense que le départ de la MINUSMA, Dieu merci, est une décision prise par les autorités en tenant compte de l'opinion nationale. Et l'opinion aujourd'hui est d'accord. Moi, je suis politique. Je passe à l'intérieur du pays en train d'installer mon parti. Partout où je suis passé, quand je dis nous soutenons la transition, ils nous ont applaudi d'abord. Deuxièmement, en nous disant vraiment, vous avez bien fait de faire partir ces gens-là. Mais c'est vrai que ça a créé quelques frustrations pour certains individus, mais qui comprendront parce que un mot pour Bandiagara. L'insécurité, ça ne va pas très bien là-bas. Oui, bon, il n'y a pas qu'à Bandiagara, ça ne va pas, mais Bandiagara, ça devient grave ces derniers temps. Et je pense que des dispositions sont en train d'être prises. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais je sais très bien que mes cousins Dogon vont connaître le sommeil profond dans les jours à venir grâce à nos femmes. Parce que les femmes ne dorment pas et je pense qu'il faut les aider, il faut les comprendre. La situation n'est pas facile. Ils ont affaire à une guerre asymétrique. Et ils ont aussi affaire à une guerre interne. Et désormais, nos frères d'Afrique de l'Ouest et d'autres pays africains sont en train de vouloir nous imposer une autre guerre. Que Dieu nous en garde. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, nous avons des forces armées de sécurité qui sont à hauteur de souhait. Ou qui sont en train d'arriver à hauteur de souhait. Parce que le moral est bon.
Ça, au moins, c'est clair. Les équipements continuent d'arriver et ils apprennent à les maîtriser, à les utiliser. Et mieux que tout cela, ils sont désormais engagés à donner leur vie pour que nous autres qui avons choisi de rester dans les bureaux politiques puissions dormir et être en paix. Vivre. Voilà. Le mot de la fin? Le mot de la fin, je crois que je vais vous remercier, monsieur Sy. Je vais vous remercier parce que vous m'avez donné l'occasion de parler de mon pays, de parler de notre sous-région. Je vais profiter pour parler de toute l'Afrique, pour revenir sur quelque chose que j'avais dit ici tantôt. Il faudrait que l'Afrique dans son ensemble se réveille, et que nos populations se reconnaissent désormais dans leurs dirigeants. Il faudrait que les dirigeants prennent des promesses qu'ils peuvent honorer, et que lorsqu'elles ne sont pas honorées, qu'ils aient l'honnêteté de dire « je ne peux pas ». Et il faut que l'Afrique se réveille pour prendre sa place et toute sa place. On dit que la Guinée est un scandale géologique. Moi, je dis que l'Afrique est un scandale géologique. C'est l'Afrique même qui est un scandale géologique. Ouais. Les matières premières, c'est en Afrique. Les matières premières, c'est en Afrique. À un moment donné, les bras valides, on les sortait d'Afrique. Les matières premières, on les sortait d'Afrique. Aujourd'hui, les bras valides, on n'en veut plus. Parce qu'il y a des robots là-bas. Mais les matières premières demeurent en Afrique. Il faudrait qu'on en profite. En toute loyauté et en toute souveraineté, que l'Afrique reprenne toute sa place. La dernière chose, il faut que les Africains acceptent de s'entraider. Le cas de la CEDEAO qui s'en va battre le Niger, c'est ce qu'ils prétendent faire. J'aurais aimé voir la CEDEAO, il y a quelques années, avant la MINUSMA, dire, bon, nous dégageons tel pays 1000 hommes, d'autres pays, un autre pays 2000 hommes, nous donnons tel nombre d'avions, nous donnons tel nombre de fusils, nous donnons tel nombre de véhicules pour aider le Mali, le Burkina et le Niger à combattre les terroristes. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. C'est vrai que dans le cadre de la MINUSMA, ils sont venus. Mais j'aurais aimé que ce soit dans le cadre de la CEDEAO qu'ils viennent. Aujourd'hui, on aurait compris que la CEDEAO mette les armes également en action pour empêcher ce qu'eux, ils appellent désordre, que nous appelons rétablissement de la vérité. Donc vraiment à tous les Africains, à tous les panafricanistes et à tous les citoyens de paix et de justice dans le monde, je dis, mettons-nous ensemble, aidons-nous entre nous et faisons en sorte que l'Afrique reprenne toute sa place. Aux Maliens particulièrement, je dis, à la classe politique, à la société civile et à toutes les formes d'organisation de la société civile, je veux dire, donnons-nous la main, soutenons nos autorités pour qu'ils aient le moral suffisant et le courage suffisant pour affronter les défis qui, ma foi, je le sais, ne sont pas faciles à lever. Et pourtant, impossible n'est pas malien. J'en m'en arrête là pour l'heure. Monsieur le ministre, merci beaucoup. J'admire beaucoup votre franchise. Et j'aimerais dire ceci à ceux qui nous regardent. Lorsque j'ai eu monsieur le ministre Aïdara au téléphone, je lui ai dit, bon écoutez, on a deux formats. L'émission, vous pouvez vous déplacer, si ça ne vous dérange pas, à venir ici au studio, ou bien nous, on va se déplacer, on vient chez vous. Il dit non, mais écoutez, monsieur Sy, je suis qui pour ne pas venir chez vous? Je vais faire le déplacement, je viens. Merci beaucoup d'être venu. Vous qui nous suivez, merci beaucoup et à samedi prochain. Merci. Merci bien.